Et donc là, nous finissons avec le pitch surprise d'un certain... Il se cache. D'un certain Antoine Priou. On l'a décrit comme un pharmacien atypique. Ne tue pas, le ridicule ne tue pas, c'est des copains, ils sont bienveillants. Le ridicule ne tue pas, le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas, tu vois, t'es pas mort, t'es pas mort, t'es pas mort. Le ridicule ne tue pas, le ridicule ne tue pas. Bonjour, je m'appelle Antoine Priou, je suis pharmacien d'officine sur le plateau de Millevaches, co-gérant d'une maison de santé universitaire. J'y ai participé depuis 2009. Au quotidien, je suis aussi militant écologiste, lanceur d'alerte sur les données de santé. Je prototype des logiciels pour pharmacie, pour maisons de santé. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je suis engagé au Shift Project. J'étudie les liens entre économie, écologie et carbone dans des chaînes de logistique mondiales qui sont soumises à des stress. Et donc, j'étudie la soutenabilité, la résilience des systèmes de santé au quotidien. Et en fait, tout ça, on s'en tape parce que la vraie question, c'est pourquoi est-ce que je suis déguisé en Winnie l'ourson, là ? Et c'est qu'en fait, en ce moment, ma vie est très dure. Je lutte contre la désertification médicale et je suis en train de complètement décompenser sur le plan psychiatrique. Et du coup, j'ai demandé à mes enfants de m'aider. Je leur ai dit, j'ai besoin d'aide pour écrire une conférence parce que là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vous voir. Et ils m'ont dit oui papa, on y va, ok. Bon. Donc ils m'ont préparé un petit panier. Alors ça, l'avantage, c'est que si la conférence est un bide, c'est que déjà c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui l'ai écrite. Donc ils ont été sympas. Ils m'ont laissé une notice d'utilisation, cœur, bisous papa. Alors, il y a une lampe frontale. On va voir à quoi ça sert. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un organisme vivant. On a une gourde. Alors, on a un camion de pompiers. Un verre de la fête de la montagne limousine. Ça, c'est un truc d'anarchiste. On a une balle Reine des Neiges. Alors je découvre en même temps que vous. Et puis, ça va être compliqué cette histoire. Et puis, des allumettes. Alors je leur avais dit qu'il fallait qu'on fasse une conférence pour que je mette le feu, mais je crois que le second degré, c'est un peu tôt. Tu comptais récupérer la caution, Victor ? J'aime bien les surprises. Donc voilà, Adèle et Lucien, 3 et 7 ans, les générations futures. Donc c'est un peu un message des générations futures. Et ils m'ont dit, tu peux utiliser la petite belette. Ça c'est mon principal assistant pédagogique. Salut! Oh putain, ils répondent pas, ils sont complètement endormis là, t'es le dernier. Salut! Bon, comment ça va? Alors, paraît qu'on aime travailler en équipe. On aime faire ça à plusieurs. Bon, j'espère que vous êtes préparés psychologiquement parce que l'autre, là, il est complètement en train de débloquer. Ça va, c'est bon, Tiens, prends le micro un peu. C'est beaucoup mieux comme ça. Bon, passons aux choses sérieuses. Premier point, donc Adèle et Lucien veulent aborder l'origine des énergies fossiles. Alors, ici, vous avez le soleil, cette lampe frontale, et donc, à l'aube des temps anciens, lors de la formation planétaire, les rayons du soleil ont été captés par des micro-organismes, des algues et des fougères qui ont poussé et qui ont fini par mourir. Et donc, en mourant, elles s'accumulent. Alors, les fougères s'accumulent, on a des organismes unicellulaires qui s'accumulent aussi dans les océans. Tout ceci sédimente. Et cet ensemble de matières vivantes mortes finit par se retrouver coincé au sein de la croûte terrestre géologique, où ils vont cuire à petit feu, à des températures allant de 60 à 90 degrés, pour finalement se chaîner en tant que chaîne de carbone et de chaîne d'hydrogène, pour pouvoir produire ce qu'on appelle des énergies fossiles. Donc ce sont effectivement des choses mortes. Et petit à petit, donc, le temps a fait que ces énergies fossiles, comme le pétrole, que l'on peut considérer comme étant par exemple du soleil en bouteille, s'accumulent
et sont ainsi disponibles pour nous, êtres humains. Je vais en boire un petit coup déjà. Donc la consommation des énergies fossiles se passe typiquement dans le camion de pompiers de Lucien, qui, comme tout un tas de machines produites par l'humain, a besoin d'énergie pour pouvoir avancer, fonctionner, aller éteindre des feux, mais ça vaut aussi pour les ambulances qui vont chercher des malades, ça vaut pour les industries du médicament qui nous fabriquent des médicaments, ça vaut pour tous les objets de consommation et en fait l'ensemble des conditions matérielles qui permettent notre existence à nous, les humains, parce que c'est la nourriture directement ingérable par les machines. Alors, la plupart de cette énergie est utilisée sous forme de combustion, donc il faut que je montre ce que c'est. Alors vous venez d'assister à quelque chose d'incroyable en fait sur le plan physico-chimique. C'est-à-dire que le phosphore rouge qui est présent sur cette boîte d'allumettes, par friction avec le sulfure d'antimoine qu'il y a au bout de l'allumette, qui est de la matière combustible, de la biomasse en l'occurrence, probablement un peu de peuplier, eh bien le phosphore rouge s'est transformé en phosphore blanc, ce qui a entraîné une première réaction qui a permis la combustion du bois, où en fait c'est un mécanisme d'oxydoréduction d'un combustible, le bois, et d'un comburant, le dioxygène, qui produit à la fois des cendres et des composés volatiles, comme le CO2, ou d'autres composés divers et variés que je ne citerai pas. L'intérêt de tout ça, c'est de dire que, historiquement, on a étudié avec Lavoisier que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors c'est effectivement vrai sur le plan de la masse atomique. Il y a eu autant d'atomes avant qu'après. C'est aussi vrai d'un certain point de vue sur le plan énergétique, mais il y a quelque chose d'irréversible qui s'est passé dans ce qu'on vient de voir et qui s'appelle l'entropie. Et l'entropie, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental qui a été découvert en 1834 par un ingénieur français qui s'appelle Sadi Carnot, qui à l'époque étudiait ce qu'on appelle la machine thermodynamique, la machine à vapeur. Et en fait, il a constaté que, en travaillant sur le rendement de ces machines, on perdait de manière irréversible une partie de l'énergie mise en jeu. Et ça, c'était complètement fondamental à l'époque parce que, historiquement, on était dans ce qu'on appelle une physique newtonienne où on considérait que le monde était égal à lui-même, que l'univers était une forme de déité physique infinie, alors que l'apparition de l'entropie a fait apparaître des nouveaux concepts qui définissent ce qu'on appelle aujourd'hui la flèche du temps, c'est-à-dire que l'univers dans lequel nous évoluons, nous, humains, va vers un refroidissement, vers ce qu'on appelle une mort thermique. Alors, c'est extrêmement triste, voilà, parce que le Soleil va mourir, la planète aussi, l'univers va atteindre un niveau de stase où il n'y aura grosso modo plus rien, c'est le devenir du néant, mais c'est la loi de l'entropie qui est donc une loi complètement fondamentale. Alors ensuite, il faut que je vous présente le concept de négantropie, c'est-à-dire l'inverse de l'entropie. Alors, il se trouve qu'en fait, la négantropie, c'est la vie. C'est-à-dire que depuis Jean-Baptiste Lamarck, zoologiste français, on sait que ce qui définit la vie, c'est son organisation. Et qu'en fait, que ce soit cette plante, ou vous, ou votre chien, ou votre chat, c'est notre organisation et notre capacité à innover pour créer des nouveaux organes ou des nouvelles fonctions qui font que, localement et dans un espace-temps donné, nous pouvons différer l'entropie. C'est-à-dire que la vie, en fait, c'est constituée justement pour lutter contre ce devenir néant de l'univers. Et ce qui veut dire que nous, en tant qu'humains, nous faisons partie de la nature, nous sommes des grands singes prosociaux, nous nous individuons psychologiquement au sein de notre groupe social. Il y a une dimension absolument fondamentale qui a été travaillée par Erwin Schrödinger en 1944, qui est que aujourd'hui, les outils qui sont nécessaires au fait de pouvoir vivre et de se reproduire sont des organes exosomatiques. Vous prenez ce camion de pompier, finalement, c'est quelque chose qui me permet de courir très 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 vite avec beaucoup d'eau dans la bouche pour éteindre un feu. Tout ce qui nous constitue, et c'est là la particularité de l'humain,
c'est qu'il a besoin de construire des organes techniques pour pouvoir assurer sa production et sa reproduction. Le problème, c'est que la consommation d'énergie et tout ce qu'il y a autour de l'utilisation de cette technique-là accélère l'entropie. Grouille-toi! Il y a un blanc! T'es nul! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, l'humain a coévolué avec la technique. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle de la transindividuation entre les groupes sociaux et l'usage de la technologie. Je vais vous donner un exemple très simple, parce que là, j'ai un smartphone sous la main. Pour ceux qui n'ont pas connu l'époque du smartphone, ça devrait être parlant. Il faut comprendre que, en tant qu'individu, depuis que j'ai ce truc dans la main, qui est une innovation technologique, ma relation sociale au monde et aux autres a complètement changé. Je suis connecté de manière globalisée à l'ensemble de la planète. J'ai donc fait complètement exploser la notion de localité. Cet appareil s'est introduit de manière insidieuse dans ma chambre, dans la salle à manger, et a complètement bouleversé les rapports sociaux dans les familles, dans le travail, entre l'État plateforme, les services publics et moi. La technique influence notre individuation et influence l'individuation sociale. Et on verra en quoi c'est intéressant sur les maisons de santé. Alors, ensuite le problème, donc on vit dans une économie capitaliste thermo-industrielle et le problème de cette économie capitaliste, c'est qu'à force de picoler du pétrole, en fait, vu qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était encore basée sur une physique newtonienne et pas sur une physique de l'entropie, en fait, elle boit du pétrole. Et elle boit du pétrole parce qu'en fait, elle pense qu'il y en aura toute sa vie jusqu'à l'infini. Mais à un moment donné, c'est con, il n'y en a plus, parce que ça fait partie des limites physiques. Et que, en plus de taper dans le pétrole, on tape dans le minerai, on tape dans la biomasse, on tape dans le sable, on tape dans l'eau. Et en fait, on détruit les ressources qui sont nécessaires et qui sont les conditions de notre existence en tant que société. Donc, en fait, ça s'appelle un peu comme un suicide. C'est marqué là. Donc, Adèle dit imaginez un ingénieur en aéronautique qui vous construit un avion sans prendre en compte les lois de la gravité. Bon, bah ça tombe. S'il y en a qui veulent essayer un nombre incalculable de fois, je vous laisse la balle. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'économie mondiale telle qu'elle a été pensée par les acteurs de l'industrialisation et du capitalisme est basée sur des concepts physiques qui sont complètement désuets et qui nous mènent droit dans le mur. Voilà. Alors droit dans le mur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à force de mettre du gaz à effet de serre, on va avoir plein d'événements climatiques extrêmes. Il reste 5 minutes. On va avoir des mouvements de population, on va avoir tout un tas de zoonoses, tout un tas de trucs vraiment, genre on va pas pouvoir produire de la bouffe parce que les rendements agricoles vont s'effondrer, il va y avoir des guerres et tout. Ta gueule. Tu vois pas que t'es en train de leur prendre le chou là avec tes problèmes? Passe aux solutions, hein, sinon ils vont tous finir par bouffer le stock d'anxiolytiques. Ok, j'y vais. Alors, les solutions, entre parenthèses, démerde-toi. Bon, merci les gosses. Putain, les ingrats, quoi. Ouais, je vais enlever ça, j'ai chaud en plus. Bon. Alors à la base, je crois que la commande, c'était de parler des équipes de soins. Et en fait, il y a un lien avec tout ce que je viens de vous dire. C'est que quand on travaille en équipe, déjà, on s'appuie sur une intelligence collective qui est extrêmement diversifiée et qui est située dans des localités très différentes. En fait, on l'a vu, le vivant... c'est à partir d'une localité et d'une capacité d'innovation qu'il est capable de se diversifier pour faire face à ce qu'on appelle les accidents de la flèche du temps, c'est-à-dire être capable d'encaisser des changements environnementaux, etc. Et les maisons de santé, on a cette diversité-là. On s'appuie sur de l'intelligence collective, ce qui nous permet d'innover, et accessoirement, nous sommes une composition de différents communs.
on a un commun de territoire, un commun d'action, un commun d'intention, c'est-à-dire un désir commun qui nous fait aller dans un même sens, essayer de maintenir en bonne santé le territoire, essayer de faire face à tous les enjeux de santé auxquels on va être confronté dans les décennies qui viennent. On a un commun juridique, la CISA, qui nous permet de porter, via cet objet moral, un projet de santé. On a un commun physique, foncier, la maison de santé. On a un commun financier. On met en commun des ressources économiques dans le cadre d'une économie sociale et solidaire. Et par-dessous tout, on a un commun technique, le système d'information partagée. Mais, et c'est là où je veux en venir, et c'est ce que l'on fait aujourd'hui avec le collectif Papillon, qui est une structure de recherche en soins de premier recours qu'on a monté il y a déjà quelques années, c'est que, je vous disais tout à l'heure, l'humain en tant qu'individu est déterminé par son groupe social, qui est lui-même déterminé par son environnement technique. Et aujourd'hui, en tant qu'équipe de soins, en essayant de lutter contre l'entropie, en apportant du soin à la fois à notre population et à nos organisations, ce qui nous manque cruellement, c'est d'avoir la main et d'avoir une liberté d'innovation vis-à-vis de nos outils techniques. Et c'est cette question-là qu'on est en train d'essayer d'y répondre. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la main sur le code source de nos logiciels, on n'a pas la main sur les données qu'on génère, alors qu'elles nous permettraient d'améliorer la prise en soin et la prise en charge des territoires, tout en étant les supports aussi de la justice sociale et de la démocratie via notre culture de la santé communautaire. Donc je vous ai mis 2 petits QR codes. Un, pour rester informé, c'est un petit formulaire à remplir, on vous enverra plein de contenus. Et l'autre, c'est pour aller plus loin, c'est la conférence que j'ai donnée cette année aux Journées nationales d'Avec Santé, qui grosso modo reprend de manière très opérationnelle tout ce que je viens de mettre en avant de manière conceptuelle et philosophique à travers une conférence gesticulée tout à fait prototypée. C'était la première. Donc je vous remercie, je remercie les camarades de m'avoir fait confiance. Et tenez bon, voilà, le but, c'est qu'on relève le défi pour que la vie et l'humanité sur la planète ne s'éteignent pas. Voilà.